Merci à tous d'être là ce matin et d'avoir réussi à changer votre emploi du temps pour les raisons que tout le monde connaît. Et merci aussi aux participants d'avoir pu également venir à l'heure du déjeuner plutôt que ce soir. Donc ce film que vous venez de voir est un film très, très émouvant et qui illustre bien en fait le drame social et humain auquel peut mener le modèle productiviste agricole, toujours à la recherche de la rentabilité. Il montre aussi bien comment, si on veut passer à un autre modèle agricole, tant du point de vue de la décarbonation que de l'abandon des produits phytosanitaires, des très grandes exploitations avec des machines énormes, il va falloir faire un véritable accompagnement social de la population agricole qui, d'ailleurs, est en chute libre. Et il y a un vrai problème d'emploi de ce côté-là, puisque je crois que c'est la moitié, enfin, vous corrigez les participants, mais je crois que c'est la moitié des agriculteurs qui vont partir à la retraite dans les 10 ans à venir. Quelque chose comme ça, bon, enfin, un chiffre énorme. Alors, je vais vous présenter tout d'abord les participants. Donc, je vais commencer par Joël Gréa, qui était déjà là hier soir pour ceux qui étaient là, et qui est un vulgarisateur scientifique de renom depuis au moins 10 ans. À côté de lui, Stécie Algrin, qui est étudiante à Sciences Po. Est-ce que tu peux nous dire le nom de ton master, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Déjà, bonjour à tous et à tous. Donc, un master en politique environnementale avec une spécialité en agriculture. Donc, d'où ma présence aujourd'hui. Ok. Et tu es également fondatrice de la série de webinaires Penser l'après. À côté de toi, Tanguy Jean, donc tu es étudiant ingénieur en dernière année d'AgroParisTech et tu es trésorier de l'association Red Wine qui s'occupe de changement climatique sur les territoires viticoles méditerranéens. Et enfin, juste à côté de moi, avec un splendide pull jaune marin, Alexandre Martin-Mine, donc tu es cofondateur de la ferme du Château Fer avec ta femme. Tu es également gestionnaire d'actifs chez AXA. Alors, on a beaucoup de sujets à aborder en 3 quarts d'heure, puisqu'on souhaite, avec les organisateurs, vous laisser une demi-heure pour poser des questions et interagir avec les participants qui ont vraiment une expérience très terre-à-terre, si je puis dire, c'est un joli mot un peu facile. Donc, je pense que c'est important, cette interaction. Et contrairement à hier, on ne va pas faire un tour de ce qu'ils ont pensé du film, mais on va rentrer directement dans le vif du sujet. Et on avait envie, en fait, de commencer par un aspect psychologique qui est le déni, même si après on va rentrer vraiment dans ce que raconte le film concrètement. Et pour ça, Stécie, tu voulais dire quelque chose sur le déni psychologique, la fuite en avant. Oui, alors déjà, je pense qu'en regardant le film, j'étais assez contente de ne pas le regarder dans cette salle, parce que c'était assez dur, émotionnellement parlant. Et ce qui est assez troublant, c'est que ça faisait un peu écho à ce que j'ai pu vivre dans ma vie, parce que j'ai beau être étudiante à Sciences Po, j'ai pas grandi dans un milieu aisé. Et il y a notamment une phrase qui m'a marquée, c'est « on va s'en sortir ». On va s'en sortir parce que voilà, c'est ce qu'on croit quand on est dans ce genre de situation. Et moi, personnellement, je ne mettrais pas le mot déni, en fait, sur leur réaction face à leur situation. Parce que pour moi, c'est pas du déni, en fait. Ils sont conscients, je pense, quand on ouvre des comptes, quand on ouvre un bilan, on s'aperçoit qu'on est au fond du gouffre. On s'aperçoit que ça va être compliqué de s'en sortir. Mais finalement, quand on est dans cette position de classe populaire, de chef d'entreprise, de dirigeant, on se dit qu'on n'a plus le choix. On doit y aller. Et l'espoir, finalement, c'est un peu le dernier ressort. Donc pour moi, c'est même pas du déni. C'est juste se dire, soit je continue, soit je laisse ma famille, je laisse ma femme, je laisse mes enfants dans un gouffre. Donc on va se dire, finalement, je vais pas voir ce mur qui se met devant moi, et je vais continuer. Et sauf qu'on voit à la fin du film, en fait, il n'y a pas de sortie. Et je pense que c'est un peu le quotidien aujourd'hui de toute une classe de la population. C'est qu'on est enfermé dans un cycle, et que, bon là, les agriculteurs, c'est un exemple, mais je pense que c'est partagé par de nombreux chefs d'entreprise, des personnes qui ont des responsabilités énormes sur leurs épaules. Et donc là, on en voit un exemple, mais je pense qu'on a toute une partie de la population qui est bien au courant, qu'elle est dans un cycle
qui est vicieux finalement, et qui sont tout à fait au courant de ça. Je pense que c'est juste la classe politique qui, elle, est dans le déni total. Ok, merci Tessie pour ce témoignage qui vient du fond du cœur. Tanguy, tu veux dire quelque chose? Ah oui, donc moi effectivement je ne parlerai pas forcément de déni, mais je dirais peut-être un manque de recul, car selon moi le métier d'agriculteur c'est quand même un métier qui est extrêmement complexe, un métier très complet où ils doivent à la fois réussir à gérer donc l'aspect administratif et financier de l'entreprise à côté de l'aspect technique de la production. Et donc selon moi, il y a une vraie complexité dans leur métier et parfois, ils sont toujours la tête dans le guidon à gérer à la fois leur production et leur structure, donc leur entreprise. Et donc là, peut-être qu'on voit aussi un petit peu ça, le manque de recul et un accompagnement parfois qui n'est pas forcément adapté à la situation. Où là, dans le modèle qui est illustré dans le film qu'on vient de voir, un modèle très productiviste, les conseils vont être vraiment de pousser l'agriculteur à la modernisation, à la productivité. Et c'est pas forcément ce qui est adapté toujours aux entreprises. D'accord, donc du coup ça nous permet d'enchaîner sur la deuxième question qu'on voulait aborder, qui est le piège mortel, le piège financier. Et donc Tanguy, je te laisse la parole là-dessus, puisque Effectivement, on voit que ici l'agriculteur incarné par Guillaume Canet est vraiment enfermé dans comme une spirale infernale où il n'arrive pas à gérer d'un côté ses coûts de production et de l'autre le prix de vente de sa production. Donc les coûts par rapport aux coûts de production, on voit qu'il est vraiment dépendant du secteur de l'agrofourniture, donc ce qui va être les semences, les produits phytosanitaires, le matériel agricole. Et donc il va s'enfermer dans un modèle en rentrant dans cette coopérative où il ne contrôle pas l'achat de l'aliment pour ses bêtes. On a vraiment très peu de marge de manœuvre sur ses coûts de production, et après donc le peu de la production céréalière qu'il a, par exemple, il le vend ensuite avec la mondialisation donc sur les cours internationaux, et donc il a vraiment du mal à contrôler son système de production et du coup à pouvoir gérer les sorties d'argent et les entrées d'argent, et donc on voit que c'est un modèle là qui n'est pas durable et qui ne fonctionne plus. D'ailleurs à ce propos, pour ceux qui ne connaîtraient pas cette BD, il y a une BD qui s'appelle Les algues vertes, je ne sais pas si certains de vous l'ont lu, et il y a toute une partie de la BD, alors c'est sur les algues vertes en Bretagne, qui est liée au nitrate, qui sont liées au nitrate, mais il y a toute une partie qui retrace l'historique de l'agriculture depuis la fin de la guerre et qui raconte ce piège autour des agrofournitures, comment finalement ça s'est refermé. Alors Joël, tu veux dire quelque chose? Il y a quelque chose de très intéressant là-dessus. Alors, j'ai la fâcheuse manie d'aller regarder des études scientifiques sur à peu près quel que soit le sujet et les lire dans le texte. Il y a quelque chose de très intéressant sur la rentabilité des exploitations financières en fonction des cours du pétrole et des fluctuations des cours du pétrole. Puisque les produits phytosanitaires sont basés sur la pétrochimie en général, leurs cours fluctuent et on s'aperçoit qu'une exploitation fortement, alors je ne vais pas dire modernisée parce que justement, c'est pas forcément ça qui est moderne, une agriculture fortement utilisatrice d'intrants chimiques et de mécanisation, elle est extrêmement dépendante des cours de pétrole. Ce qui, statistiquement, est souvent rentable, mais psychologiquement est délétère, puisqu'on dépend d'une variable de plus sur laquelle on n'a aucun pouvoir. Et alors, est-ce que dans tes études scientifiques, tu peux dire quelle part du budget représente les dépenses en... Alors, malheureusement, je considère que c'est pas ma spécialité, donc je suis pas assez... Alors peut-être... Mais sur un point précis, sur le lait bio, par exemple, c'est beaucoup plus rentable et beaucoup plus fiable de produire du lait bio que de produire du lait classique, parce qu'on a moins de variabilité sur les coûts. Après, c'est des vieux souvenirs d'une étude que j'ai vue il y a 10 ans. Donc, Alexandre? Je peux pas être, il y a beaucoup de secteurs, donc je peux pas être aussi précis que ça, mais c'est vrai que le coût à l'hectare, par exemple pour les céréales, entre le fioul, les intrants, l'amortissement des terres, je dirais autour de 500-600 euros à l'hectare. Donc ensuite, par rapport à une production, il y a la PAC qui vient soutenir, il y a une production de 40 quintaux. On est très limité, il y a très peu de marge en général sur l'agriculture, on gagne par le volume. Alors Alexandre?
puisque tu as la parole, est-ce que tu peux nous dire en 2 mots ce que c'est que le château fer? Et en fait, je n'ai pas bien compris. Est-ce qu'au départ, c'était une exploitation intensive que vous avez convertie avec ta femme? Oui. Vous êtes en cours de conversion parce que c'est très intéressant comme expérience. Donc nous, ça fait 16 ans qu'on habite dans le Berry. Moi, j'ai une activité professionnelle de partie du temps à Paris et à l'étranger. Et il y a une dizaine d'années, on a eu l'opportunité d'acquérir les terres qui entouraient une propriété, qui étaient des terres céréalières et qui ont été des terres il y a très longtemps exploitées en polyculture, surtout moutons. On a des terres sablonneuses au sud et très argilo-calcaires au nord. Pas du tout la même nature de sol, la même nature de culture. Donc on s'est retrouvé il y a 5 ans avec les terres, un droit d'exploitation, les terres libres de droit, et de devoir décider de ce qu'on allait faire. Donc on n'a pas une formation agricole, on a la passion pour le végétal, on a planté des centaines, maintenant des dizaines de milliers d'arbres. Donc on a réfléchi au système agricole, et on l'a réfléchi avec nos forces, avec Céline, ma femme, je préfère utiliser son prénom. Donc avec Céline, on a réfléchi avec nos forces, c'est-à-dire que moi j'ai plutôt un background financier, Céline a plutôt un background commercial et marketing, donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire comme ferme rentable? Parce qu'on n'est pas là pour simplement se faire plaisir sur 100 hectares. Voilà, ça n'a aucun sens de faire ça, ça serait un jouet. Et qu'est-ce qu'il faut faire du côté commercial? Donc une des choses qui nous a frappé, et dans le film je trouve ça assez bien rendu, c'est l'isolement des fermiers. Donc il n'y a plus de rapport à son client, plus de rapport à la science, parce qu'elle a été complètement décontextualisée. Il y a des gens qui cherchent dans des laboratoires, qui font de l'amélioration génétique. C'est pas recontextualisé dans un sol et dans un terroir. Donc ils sont très éloignés de tout ça. Donc ça, hyper important, comment on ramène des gens dans les fermes pour pouvoir changer la perception de la ferme. Et puis, en tant qu'agriculteur, valoriser le produit qu'on fait. Quand on vend son produit à une coopérative, c'est quelqu'un, ou alors vos bêtes, vont vous dire il n'est pas conforme. Ok, super, voilà, donc je le ramène. Quand vous le vendez à un client qui trouve qu'il n'est pas bon, il vient vous voir et vous dit votre légume est pourri, est-ce que ça va être comme ça toutes les semaines? Donc déjà, ça change complètement le rapport à la ferme. Et puis moi, avec mon côté financier, qu'est-ce que ça veut dire une ferme rentable? Est-ce que j'ai envie de mettre 600 € par hectare pour faire de la céréale sans avoir la maîtrise de ma marge? Et donc, en 2 mots quand même, vous êtes en agriculture, en agroécologie, sans aucun produit sanitaire? On n'a pas de produits sanitaires. Phytosanitaire, pardon. On n'a pas de produits phytosanitaires. Donc on fait du maraîchage. Le maraîchage est un très bon produit d'appel. On produit de la variété. Méthode bio-intensive. Jean-Martin Fortier, c'est un Canadien qui a développé ça au Québec. Ça a été développé aux États-Unis, au Québec. Ça a été retrouvé après des années. La ferme des 4 temps, si vous voulez regarder sur son site. Et après, la luzerne, donc on peut très bien faire bio. On a fait une luzerne mycorhizée, vous le connaissez là, avec un champignon qui l'entoure pour qu'elle se développe plus vite. Voilà, donc on est, et des arbres. On a 10 000 arbres, on a 40 hectares d'agroforesterie intraparcellaire. Parce que un de nos gros enjeux, c'était d'investir pour la biodiversité. Pourquoi la biodiversité? Pareil, ça peut être sympa sur le papier, mais c'est tous les services que vont nous rendre les arbres. Alors c'est aussi dur à faire prendre conscience de ces choses-là aux maraîchers qui travaillent chez nous. Parce que j'ai un arbre, il faut que je m'en occupe, j'ai des haies, j'ai pas envie de m'en occuper, j'ai pas le temps, je fais de la production. Donc c'est vraiment tout ce qui est passionnant, qui nous anime tous les jours, parce que c'est pas de tout repos, c'est justement cette transmission. Et donc c'est rentable? Votre ferme est rentable? On investit beaucoup, l'objectif c'est que ça soit rentable. Et ça ne l'est pas encore au bout de 15 ans? Non, en 3 ans, mais c'est illusoire de penser qu'il va... Attends, 15 ou 3 ans? Non, je dis en 3 ans d'exploitation, c'est illusoire de penser que ça soit rentable. On a pris plus de maraîchers pour pouvoir justement travailler d'autres choses, travailler différemment.
Donc on investit, mais je veux dire, on change un terroir, on change un type d'exploitation et on va être rentable du jour au lendemain, on ne l'est pas. Et donc, en fait, ça pose quand même le problème de quelqu'un qui veut démarrer et qui n'est donc pas, a priori, dans le piège qui est décrit dans le film. Il démarre de rien, quoi. Enfin, il faut quand même qu'il ait déjà un capital financier pour se lancer. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Est-ce que dans ton... Non, le problème, c'est de trouver des gens qui vous accompagnent. Des startups démarrent, ils brûlent du cash tous les mois et parfois ne sortent jamais rien. Donc c'est sûr qu'une banque a plus de mal à vous accompagner, mais c'est l'enjeu, et l'enjeu n'est pas que financier. L'enjeu, il est aussi des conseillers. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les gens pour vous vendre les semences, il n'y a pas les filières pour vendre. Les solutions technologiques qu'on vous apporte sont souvent décontextualisées. Hein. Donc on nous a dit, tiens, si vous voulez faire des moutons, il faut avoir 300 moutons, il faut que vous rachetiez des terres pour que ça soit rentable. Donc voilà, on fait face à ce genre de réflexion. Ce que je veux dire, c'est que toi, tu as quand même gardé ton métier par ailleurs et que vous démarriez pas de rien. Imaginons un jeune qui veuille se lancer, je vois que Tanguy, tu hoches de la tête. Oui, je pense qu'il y a une vraie difficulté, surtout un jeune qui n'hérite pas d'un patrimoine déjà de foncier, de terre. Oui. C'est très difficile parce que déjà l'achat des terres va être un investissement énorme. Et puis ensuite, il y a tout le matériel et le matériel à la fois végétal et le matériel agricole dans lequel il faut investir. Donc c'est clair qu'avant que la structure devienne rentable il y a vraiment beaucoup de temps à laisser passer. Donc c'est des investissements qui sont complexes et pour un jeune, pour moi, il y a une vraie difficulté. Alors il y a une asso qui s'appelle Terre de Liens qui les aide. Je ne sais pas si vous connaissez. Joël, tu veux dire quelque chose? Oui, alors moi j'ai un cas très concret d'un ami qui était au RSA. Alors, il était au RSA, mais c'est l'une des personnes les plus intelligentes que je connaisse. Donc, il avait un énorme QI et il savait jouer avec les chiffres, les tableurs Excel, les subventions. Et il voulait devenir exploitant pour aider les chèvres comme dans le film. Il est parti de rien avec un RSA, avec quasiment pas de capital. Et avec toutes les aides qui existent, il a non pas acheté les terres, mais il les loue. Et alors, ça a d'autres problèmes. Mais il a lancé son exploitation dans ces 2 dernières années. Donc, ce n'est pas insurmontable. Et c'est par l'agriculture qu'est née les premières banques françaises. Le Crédit Agricole, c'est l'une des plus anciennes banques françaises. Pourquoi? Parce qu'on a toujours su qu'en agriculture, il fallait un investissement initial. Mais effectivement, c'est un coût psychologique. Le fait d'avoir l'impression d'avoir une énorme dette sur le dos, c'est lourd à peser. C'est pas qu'une impression. Alors en fait, oui et non. Moi j'ai grandi, ma mère m'a toujours dit que l'argent n'est pas mortel. Vous remboursez pas un crédit, vous perdez tout ce que vous avez construit, vous êtes vivant. Rudyard Kipling nous expliquait, si tu peux voir l'œuvre d'une vie être détruite et immédiatement Enfin bon, ça c'est une phrase qui est très belle. Nous on est en train de discuter comme ça, on vit à Paris, enfin, pour certains d'entre nous. On n'est pas les mains dans la terre comme ce qui est décrit et il peut se remémorer les phrases de... Enfin je sais pas, hein, Stécie, tu veux réagir à ça? Oui, déjà je pense qu'on se concentre beaucoup sur l'aspect financier, qui est certes omniprésent dans le film, ça il ne faut pas le négliger. Mais il y a d'autres effets en fait, de verrouillage dans le domaine de l'agriculture qu'on appelle d'auto-renforcement. Et concrètement, donc, on peut le voir sur le partage de connaissances, sur le savoir actuel, sur les pratiques. Aujourd'hui, en fait, on n'a pas les savoirs nécessaires qui sont développés sur d'autres pratiques parce qu'on s'est enfermé dans un système où finalement, l'agriculture intensive, c'est le modèle dominant. Donc on a des exploitations un peu partout dans le monde qui se sont développées sur ce modèle-là, qui ont pu faire partager les connaissances qu'ils ont pu acquérir en développant ce modèle. Et aujourd'hui, donc, on est bloqué sur cet aspect-là. On a également donc, le fait que lorsque vous avez un modèle dominant, forcément, les technologies qui vont se développer, elles vont venir en complément. Donc aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on nous affirme que l'agroécologie, que l'agriculture biologique, c'est pas rentable ou que c'est pas viable? C'est parce qu'on n'a pas eu le temps de développer les connaissances et toutes les technologies pour les mettre en œuvre. Donc je suis d'accord que l'aspect financier, c'est hyper important, mais le capital culturel, le capital au niveau des savoirs, c'est hyper important également.
Et je pense que dans l'histoire, on a pu en voir d'autres, des systèmes de verrouillage. Je pense à un exemple tout bête, à quelque chose que vous utilisez au quotidien, votre clavier de téléphone. Il est soit en AZERTY, soit en QWERTY. Donc aujourd'hui, ça s'est basé sur un système qui a été développé il y a une 50aine d'années avec les machines à écrire. Oui, il y a même plus que ça. Il y a un peu plus que ça. Mais aujourd'hui, ce n'est pas du tout le plus efficace. Et on continue pourtant à l'utiliser. Pourquoi ? Parce que ça nous paraît normal. Donc là, c'est à peu près la même chose avec l'agriculture. Quand on va sortir de ce cercle, finalement, où on se dit, on est tellement parti à fond dans le système qu'on n'a plus le choix de continuer. Quand on va rompre ça et qu'on va comprendre que finalement, il y a une barrière, on est en train de s'y cogner, et qu'on va comprendre que ce n'est pas ce qui est le plus bénéfique pour notre société, là, on pourra commencer à développer des savoirs. Mais il y a déjà des études, je pense notamment à une étude de France Stratégie qui est sortie il y a quelques mois, ou même quelques semaines, je ne sais plus, en tout cas la version illustrée, qui démontre que je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais qui démontre que les exploitations agroécologiques et bio sont aussi rentables, voire plus rentables. En fait, ça fait plus de 10 ans qu'on voit passer des études qui insistent sur l'importance et l'efficacité de l'agroécologie. Donc dire qu'on est coincé, en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Le monde agricole, il est beaucoup plus varié que l'image d'Épinal qu'on en a. Si vous cherchez sur Internet, sur YouTube, vous trouvez plein d'agriculteurs qui font des chaînes YouTube expliquant les expérimentations qu'ils font dans leurs exploitations. Et ça, c'est très intéressant parce que ça nous sort de cette image, oui, bien sûr, du paysan complètement dépendant des autres et qui ne comprend pas trop ce qu'il fait, mais qui fait parce qu'on lui a dit de faire ça. En fait, il y a plusieurs types d'agriculteurs et une grande partie d'entre eux maintenant, et de plus en plus, sont des expérimentateurs. Je ne vais pas dire des scientifiques parce qu'ils n'appliquent pas rigoureusement un protocole scientifique avec comme but final la recherche de connaissances. Ils sont bien dans un système économique, mais ils expérimentent et ils trouvent des solutions qu'on n'avait pas avant. Et ça, c'est une énorme richesse et c'est très important pour demain. Tanguy, est-ce que... vas-y. Oui, je pense que vous sous-estimez quand même la difficulté. Je trouve ça un petit peu angélique. C'est-à-dire que quand on a un produit, aujourd'hui, si je veux faire du blé dans couvert vivant, donc il faut que je plante beaucoup de variétés de blé, je ne vais pas trouver les débouchés. Donc à partir du moment où j'ai ces blés-là, la coopérative ne me les achètera jamais. Donc si je veux profiter de mes blés, il faut que je crée une minoterie, il faut que je fasse mon pain. Donc il faut que l'agriculteur refasse toute la chaîne de valeur dont, à partir du moment où il ne produit plus le produit qui est destiné, qui va bien à l'agroalimentaire, il est complètement isolé. Donc effectivement, on peut faire des expériences. Des expériences, on en fait tous plein, tous les agriculteurs en font. Mais malheureusement, ils se heurtent au fait que le produit n'est pas vendable. Donc voilà. je pense que... J'entends ça. Alors le temps file, il est déjà 52. Tanguy, tu n'as pas beaucoup parlé. Oui. Et je crois que tu voulais aborder, ça rejoint un peu ce que vient de dire Alexandre, la nécessité de faire changer le régime alimentaire. Oui, je pense en changeant les modes de consommation, nos habitudes alimentaires, on peut aussi être acteur de cette transition agricole. Donc voilà, tout d'abord en modifiant notre manière d'acheter, en essayant de privilégier des circuits courts, en choisissant aussi des produits locaux, des variétés avec des variétés locales. Enfin, voilà, en relocalisant à la fois la production et la consommation, je pense qu'on peut vraiment inciter les agriculteurs à cette transition. Et c'est bon, on pourra peut-être aborder ce point-là, mais bon, il y a aussi le pouvoir du consommateur et pour moi aussi le pouvoir des politiques publiques qui, donc, on l'a vu, elles ont vraiment, c'est elles vraiment qui ont implanté ce modèle productiviste après la Seconde Guerre mondiale. Et je pense que voilà, via le système de subvention, elles peuvent vraiment aussi pousser à une transition vers des pratiques agricoles plus durables. Et je pense qu'il devrait y avoir une forte attente sur cet aspect-là. Oui, et puis quand même aussi un changement profond de la PAC dont on parle depuis très longtemps et qui... c'est pas trop où est-ce qu'on va là. La PAC au départ c'était fait pour accompagner les agriculteurs dans cette modernisation. Ouais. Mais maintenant il faut faire marche arrière, ça a l'air compliqué. Stacy, tu veux dire quelque chose sur l'aspect du consommateur? Est-ce que... Oui, ça vient un peu d'une discussion que j'ai eue récemment avec des amis, c'est qu'aujourd'hui,
au niveau de la communication sur les aliments, on passe plus de temps en fait à mettre des étiquettes sur ce qui est bon pour l'environnement et pour notre santé, avec des labels, des bio, etc. Mais ce qu'on ne montre pas, c'est ce qui est mauvais pour nous finalement. Donc il y a l'indicateur aujourd'hui sur les apports nutritionnels. Sur l'application Yuka, par exemple? Ouais, Yuka. Ouais, ouais. Et concrètement, ce qu'une de mes amies disait, c'est qu'on passe plus de temps à dire ce qui est bon qu'à dire ce qui est de la merde finalement dans la société. Et c'est ce qu'on a besoin de faire. On a besoin de pointer du doigt ce qui ne va pas et arrêter de dire bon ben ça c'est bien. Il faut partir, je pense, de l'autre sens. Et aujourd'hui, il y a la PAC qui est en discussion, qui va être votée la semaine prochaine normalement pour un premier tour. Et il y a des grosses discussions. Il y a un lobbying assez impressionnant, notamment de la part du syndicat majoritaire qui est la FNSEA. Et donc, il y a des propositions pour la faire évoluer, cette PAC, sachant qu'en France, on a 62 milliards, donc c'est énorme. Et donc, on proposait d'avoir des obligations environnementales, en quelque sorte, sur cette attribution financière. Et on a le lobbying qui dit, bah non, pourquoi est-ce qu'on va attribuer autant? Nous, on propose 20%, allez, ça va. Moi, j'ai pu discuter donc, avec Christiane Lambert, qui est la patronne de la FNSEA. Et elle me donnait cette image de, non, mais nous, on a envie d'avancer. Donc là, quand on a envie de leur donner de l'argent pour l'avancer, pour changer le système, ils se mettent en ennemi, en opposant finalement tout ça. Donc je pense qu'au niveau des discours, déjà, des personnes dans le métier, des personnes qui défendent des intérêts, des lobbying, il y a des contradictions et que ça aussi, il faut le mettre en avant. Oui, et le problème de la PAC, c'est qu'elle favorise les grandes exploitations et pas du tout les petites. Joël ? Je pense que le problème de la PAC est bien plus vicieux que ça. Historiquement, les terres agricoles se transmettaient relativement peu, et donc il y avait de la part de l'exploitant une volonté de préserver la productivité de sa terre et donc la qualité des sols, et donc une vision long terme, qui est passée avec justement cette financiarisation de l'économie, avec l'exploitation. Quand je pars à la retraite, je la vends, mon fils ne veut pas la reprendre, et donc elle va être rachetée par une exploitation plus grande, ça devient un produit financier. Donc qu'est-ce que je fais? Je veux, entre guillemets, que ce soit conscient ou pas, j'exploite la terre au maximum pour produire au maximum et je l'épuise. Et ça, c'est un vrai problème. Pour vous faire un petit peu peur avec des chiffres tout à fait officiels, selon l'ONU, la FAO, au rythme de dégradation actuel, dans 60 ans, il n'y a plus de terre arable. Non, alors là, le débat, c'est comment rendre... Oui, mais justement, c'est complètement lié avec la financiarisation et la PAC. Ouais. Il est vital, et je pèse mes mots, à mon sens, de faire que la rémunération des agriculteurs ne soit pas uniquement basée sur leur production, mais également sur le fait qu'ils préservent les chances de produire demain. C'est rémunérer les services écosystémiques. Complètement. Il faut rémunérer les services écosystémiques, et en fait, il faudrait, comme actuellement, j'ai plus les chiffres précis en tête, mais une immense majorité des revenus des agriculteurs, c'est en fait les subventions. Ça dépend des exploitations. Si au lieu de leur donner des subventions pour la production, on leur donnait des subventions pour l'entretien des sols et du vivant, ça changerait complètement le système économique. Ok, donc on est à 3 minutes de passer aux questions. Je voudrais repasser la parole à Alexandre sur ce qu'il pense de ce que vient de dire. La PAC évolue, hein. Il y a des zones d'enherbement, c'est pas assez. Il y a quand même eu des efforts qui ont été faits récemment pour aller vers plus de verdissement des zones. Par rapport à la FNSEA, je suis assez d'accord qu'il y a beaucoup de... La FNSEA, même en syndicat majoritaire, ne représente pas forcément les agriculteurs. En fait, si on prend l'exemple de la betterave, ceux qui souffrent les premiers, ce sont les coopératives et les sucriers. Donc aujourd'hui, si les paysans ne continuent pas à produire à perte de la betterave, en fait, c'est les emplois des producteurs de sucre, oui. Des producteurs de sucre qui sont menacés. Donc l'agriculteur qui vient voir sa coopérative et qui lui dit demain, moi, j'arrête de produire la betterave parce que j'en peux plus, je suis à perte. Il va venir lui taper gentiment dans le dos. Tu veux mettre au chômage un tel dans la ville. Ce que je veux dire, la communauté d'un agriculteur, c'est pas une communauté internationale. Hein. On parle de la 5G, de l'agriculteur connecté. Il est totalement isolé. Son seul tissu et réseau de personnes, c'est ses voisins, pas toujours, et les gens à qui il vend sa production. Donc c'est vrai que la FNSEA, on la placarde souvent. Je pense que pour eux, c'est un moyen de se sentir entouré.
d'être tous ensemble à défendre un projet. Mais à l'intérieur, il faut voir qu'il y a aussi une pression pour eux pour continuer à participer au système Oui. de ces coopératives, parce qu'il y a quelqu'un qui a pris les rênes de la Alors, coopérative. vraiment, il faut qu'on arrête là, mais comment sortir de ça? Parce qu'on doit rendre dans ce débat le futur désirable. Alors, est-ce que vous avez une solution? Stacy, tu as une solution pour sortir de ça? Déjà, quand il y a un vote, souvent il y a des plateformes qui sont créées par des ONG pour vous donner la parole en tant que citoyen. Donc vous pouvez envoyer des lettres et des courriers aux députés européens, parce que c'est eux finalement qui vont prendre les décisions. Et donc il y a une plateforme aujourd'hui pour la nouvelle PAC, donc je vous invite à y aller. Et puis ensuite, oui, sur ce que vous disiez sur les agriculteurs, concrètement, c'est un peu ce qu'on retrouve en politique aussi, c'est qu'on a finalement une génération qui n'a pas le temps et qui n'a plus l'envie aussi de s'investir en politique et de prendre la parole. Mais le problème, c'est que finalement, on laisse le micro à des personnes qui, elles, défendent leurs intérêts et un système qui n'est pas vertueux. Donc je pense que voilà, il faudrait qu'on arrive à avoir une nouvelle génération de porte-parole pour tous ces agriculteurs qui, eux, font le choix de ne pas suivre ce système qui, ils l'ont bien remarqué, je pense, n'est plus le viable. Eh ben, très bien, très belle façon de conclure cette partie de débat. Et maintenant, je vais laisser la parole au public. Est-ce que vous avez des questions? Alors, il y en a beaucoup. Il y en a une là. Merci pour ce débat, merci pour cette possibilité d'intervenir. En fait, moi j'ai une question et ça revient sur ce que vous disiez avec les agriculteurs. Parce que là, vous avez parlé, par exemple, la partie consommateur et tout, mais moi, il y a quelque chose que j'ai vu dans le film et que je vois aussi chez des agriculteurs en production industrielle, c'est que quelque part, il y a aussi une culpabilisation de ce qu'ils sont en train de faire. On a l'exemple ici du père qui va revenir et dire « mais est-ce que tu es fier de tes poulets ?» Mais c'est le cas en fait aujourd'hui. Et quand on parle de bio, etc., il y a énormément d'agriculteurs chez qui ça va les braquer. Parce que vous êtes en train de remettre un système qui était parfois ceux de leurs parents, le leur aujourd'hui. Et en fait, je trouve que parfois, dans les débats, c'est un petit peu comme... Enfin, je trouve que c'est très très bien de chercher des agricultures alternatives, etc. Mais parfois, c'est comme si l'agriculteur d'aujourd'hui, l'agriculteur industriel, n'est pas pris en compte. Lui, il a des énormes emprunts. Il a des infrastructures, il a construit ses bâtiments, il doit les rentabiliser. Déjà, la transition, c'est pas une chose évidente. Et en plus, on le culpabilise énormément. C'est-à-dire que, par exemple, vous êtes un agriculteur industriel, on parle des gens qui, par exemple, vous avez des vaches, des laitières, des allaitantes. Et en fait, dans les débats, qu'est-ce qu'on dit? On dit, faut passer végétarien. Et enfin, c'est très bien, encore une fois. Hein. Mais du coup, ces gens-là aussi, on remet en cause un petit peu leur raison de vivre, ce qu'ils sont en train de produire. On leur dit, c'est pas bien, vous mettez des engrais dans vos champs, etc. Mais eux, c'est le modèle qu'ils ont appris depuis tout petit. Dans la formation, c'est ce qu'on leur a dit. Et donc finalement, même dans ce que vous dites, il y a plein de choses intéressantes, mais je trouve que moi, ce qui manque, c'est plutôt justement cette connexion finalement avec, comme vous avez dit, les agriculteurs sont isolés. Et finalement, eh bien, eux se sentent intimement mal dans leur production et il n'y a pas tant de clés, j'ai l'impression en tout cas, pour les aider à transitionner, quoi. C'est intéressant parce que moi, j'ai l'impression qu'on a beaucoup parlé de tout ce que vient de dire cette intervenante. Et en même temps, le fait que tu en reparles, ça veut dire que soit on en a mal parlé, soit que il y a quelque chose qui est très dur à passer, quoi. Parce que donc, est-ce que tu veux réagir, Tanguy ? Oui. Et il y a un point sur lequel j'aimerais revenir, c'est le fait vraiment de culpabiliser les producteurs. Donc les agriculteurs, on leur a conseillé pendant 30, 40 années donc de rentrer dans un modèle assez productiviste, très, très moderne, en utilisant l'industrie chimique et tous ces produits-là. Et maintenant, on met la faute du coup, sur le producteur, alors que malheureusement, ils n'ont fait que écouter des conseils. Et c'est un gros problème. Pour moi, c'était pas du tout sur le producteur qu'il faut mettre la faute, mais bien sûr les politiques qui ont favorisé la mise en place de ce modèle-là après la Seconde Guerre mondiale, mais vraiment pas sur le producteur, et c'est bien un problème. Oui, parce que tu dénonces, c'est l'agribashing, quoi, en gros, Joël. Ah, tu n'as plus de micro. Alors, non, faut pas passer les micros. Bon. Alors, je vais parler un peu fort pour voir si... Est-ce qu'on m'entend dans la captation vidéo?
Oui, je pense que Bon. c'est bon. Donc, en fait, c'est pas tellement sur le système financier qu'il faut mettre la faute, c'est sur nous. Historiquement, l'alimentation était l'un des postes les plus importants des dépenses des ménages, et actuellement, c'est moins de 12%. Nous avons voulu payer moins cher notre nourriture depuis des décennies et des décennies. Et c'est ça qui induit tout le système productiviste, et c'est de notre fait. Ouais. Enfin, c'est aussi parce qu'on a eu envie d'acheter des téléphones portables et compagnie. On est englué dans un système de consommation qui est de partout, qui est poussé par nous-mêmes, parce que nous regardons ce que l'on possède définit notre statut social, et ça va très loin. Donc on veut moins dépenser pour notre nourriture, ça nous permet d'acheter le dernier iPhone à la mode, de s'habiller plus classe, d'avoir une plus grosse voiture, ce qui augmente nos statuts sociaux. Cette conception de comment on se place dans la société est ce qui nous a englués dans ce système productiviste. Stacy, tu veux dire quelque chose? Oui. Déjà, 2 éléments. Donc, moi, ce qui m'a choqué aussi dans le film, je pense qu'on met en vision finalement un autre système d'oppression, et ça peut paraître pas très apparent, mais c'est le système patriarcal. Aujourd'hui, on le voit. Donc, il y a la transmission de la ferme, de la production finalement, de père en fils. On le voit, je pense que la petite fille est assez délaissée sur ce plan-là dans le film, c'est assez évident. Et il y a aussi le fait que finalement, quand on est un homme, donc il y a cet aspect de virilité, de masculinité qui veut que quand on est entrepreneur, on n'a pas le droit à l'échec finalement. Quand on est un homme, on ne peut pas s'avouer vaincu. Donc il y a ça aussi qui transparaît, je pense, dans le sort des agriculteurs. Et ensuite, moi, il y a un deuxième point que je voulais mentionner, c'est que j'ai pu suivre pendant un mois le PDG du groupe Avril, donc il travaille dans le monde de l'agriculture avec, donc, que ce soit des éleveurs de volailles, viande porcine, etc. Et on a rencontré des éleveurs, on a rencontré des agriculteurs. Et concrètement, quand vous rencontrez des éleveurs de volailles et que vous leur dites qu'il y a un an, ils ont fait des investissements d'1 million pour ces cages en batterie, etc. Et que finalement, d'ici un an, vous ne voulez plus de ces œufs-là, que vous voulez des œufs élevés en plein air. Vous voyez le désespoir dans leurs yeux, parce que justement, ils ont un peu tout misé là-dessus. On leur a dit qu'on allait les soutenir, que s'ils faisaient ces investissements-là, finalement, ils étaient dans le bon. Et là, on arrive, on leur dit, finalement, non, ça ne nous va plus, on n'en veut plus. C'est hyper compliqué à gérer. Et je pense que c'est à nous, en tant que société, mais aussi aux coopératives, aux industriels, de les soutenir et de les aider justement dans ces investissements-là et de leur faire comprendre qu'ils ne les ont pas fait pour rien. Et donc, de remettre la faute sur le consommateur, je pense que c'est un peu facile aujourd'hui parce que nous, finalement, on suit ce qu'on nous dit, on suit un peu ce qui nous est montré. Et concrètement, on a le pouvoir, certes, mais si on arrêtait de vendre de la merde, je pense que ça irait beaucoup plus vite et que c'est pas nous qui avons l'argent. C'est pas nous. Une autre question? Vous avez évoqué à quel point les savoir-faire étaient importants, encore plus même quand on veut sortir de l'agriculture intensive. Où est-ce qu'on en est dans les filières d'éducation, les lycées professionnels agricoles ou les filières professionnelles sur justement apprendre ces savoir-faire et susciter peut-être aussi des vocations dans ce domaine pour pouvoir en faire davantage? Merci pour cette question parce que en fait, je voulais l'aborder et on ne l'a pas fait. On n'a pas eu le temps. Je peux peut-être vous donner mon témoignage en tant qu'étudiant en école d'ingé agro, AgroParisTech. Donc c'est vrai que pour avoir échangé avec des anciens de l'école et pour avoir suivi cette formation récemment, c'est vrai que les programmes intègrent de plus en plus de modules pour prendre en compte les enjeux de l'alimentation de demain. Disons dans les pratiques, on nous enseigne, disons, le durable, comment avoir des pratiques bien plus durables et être en adéquation avec les enjeux de l'alimentation de demain. Et donc je pense oui que, en tout cas de mon point de vue, dans mon école, il y a une vraie prise en compte de ces points-là, et aussi une vie étudiante très active avec des associations, des débats où il y a beaucoup de réflexions sur ces thématiques-là, et je pense que moi je trouve que c'est assez actif. Alors juste un point, AgroParisTech, c'est quand même l'école de l'élite. Moi, j'ai eu des échos dans des BTS d'agriculture où c'est carrément mal vu de parler d'agriculture biologique. Hein.
Donc, C'est le cas, oui. Oui. Je pense que c'est encore le cas. ouais. Non, mais c'est tout récent, hein, moi. Oui, non, mais c'est encore, et c'est encore le et cas. on dit aux élèves, non, pas trop quand même, parce que sinon tu vas... Voilà. Non, puis il faut voir ce qui peut faire rêver un jeune qui veut se lancer dans l'agriculture. Il va regarder ce qu'a fait son père, il a envie d'un super tracteur, et c'est compréhensible, hein. Donc je pense que le rôle de l'école, c'est former, inciter à la curiosité, à l'étendue des savoirs, et ensuite c'est sur le terrain, c'est le terroir qui fera l'agriculture, parce que malheureusement, il y a beaucoup de choses qui sont hors sol. C'est-à-dire, on parle de savoirs qui sont hors sol. La génétique, c'est quelque chose qui est complètement hors sol. L'agriculteur ne la maîtrise pas. Donc, il faut qu'il reprenne aussi, pour lui, son savoir. Il y a eu une rupture de transmission de savoir. On parlait de transmission de patrimoine, mais il n'y a pas que le patrimoine qu'on transmet. On transmet aussi des savoir-faire. Il y a une rupture de transmission de savoir-faire avec des gens qui sont arrivés, on va faire mieux que vous, on va mettre en place la technologie pour pouvoir produire mieux, plus et moins cher. Donc pour moi, c'est autour de cette transmission. Je trouve que la transmission, c'est un côté noble, c'est partager ce qu'on a fait, comment on a fait évoluer sa terre. Parce que enrichir sa terre pour la donner à quelqu'un d'autre, ça n'a pas le même sens qu'enrichir sa terre pour la transmettre à... Bon, ça peut être son fils, ça peut être quelqu'un qui travaille sur la ferme. Mais alors, alors, comment faire Non, je vais réagir quand même à la question et pourquoi. Peut-être l'une des raisons pour laquelle peut-être en école d'agronomie, on leur dit de ne pas parler du bio. Je vais probablement me mettre à mal avec tout le monde parce que je vais taper sur tout le monde. Là, je vais faire 2 minutes en tapant sur tout le monde. Le bio, c'est une norme administrative, c'est complètement déconnecté de la science et c'est pas spécialement bon pour la planète. C'est vicieux, mais par exemple, il y a des études scientifiques qui montrent qu'une parcelle de vin en bio abîmera plus la terre qu'une parcelle de vin en agriculture traditionnelle. Pourquoi ? Parce que pour interdire certains produits phytosanitaires issus de la pétrochimie, enfin issus de la chimie, on va accepter et tolérer que le bio utilise des produits traditionnels que l'on sait, que la science a démontré mauvais pour les sols, notamment des choses basées autour du cuivre. Donc le bio, si on doit apprendre à quelqu'un comment fonctionne un sol, il ne faut pas lui demander ce que les gratte-papier administratifs ont décidé dans une norme administrative. Il faut lui apprendre ce que les scientifiques ont démontré. Et ça, c'est un point très important. Donc je sais, là, je viens de me mettre à dos tout un paquet de personnes qui pensent que le bio, c'est bien. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Je pense que si on veut regarder sur les enseignements intéressants sur qu'est-ce qu'il faut faire pour faire une agriculture durable, il ne faut pas regarder sur les normes administratives, il faut regarder sur des concepts comme donc, la permaculture, qui est un mot un peu fourre-tout et où on peut trouver à boire et à manger, mais plus précisément aussi l'agriculture de conservation, l'agroécologie, des choses sur lesquelles les études scientifiques fleurissent et se multiplient. On n'a jamais eu autant. Alors, on va laisser répondre quand même les gens qui ont les mains dans la terre, notamment donc Tanguy sur le vin. Oui, personnellement, j'ai fait un projet associatif qui s'appelait Red Wine. Et donc, je suis parti étudier les stratégies d'adaptation mises en place par les vignerons du sud de la France face au changement climatique. J'ai rencontré beaucoup de vignerons bio. Effectivement, le débat sur le bio, je pense que c'est un tout autre débat, mais je partage un peu votre point de vue, où parfois le bio, ça puisse être un argument commercial, et que de mettre du cuivre dans les sols, qui est un métal lourd qui va rester longtemps dans le sol, c'est pas beaucoup mieux. Mais oui, du coup, pour agir par rapport à ça, je pense que le bio, les concepts que vous avez énoncés ont tout leur intérêt, mais il faut les encadrer dans leur développement et que ce soit labellisé ou pas, ça c'est un autre problème. Mais oui, donc dans le sud de la France, il y a des concepts comme l'agroforesterie où j'ai rencontré des vignerons qui plantaient des oliviers dans leurs parcelles de vignes pour bénéficier de l'ombre des arbres, pour bénéficier du système racinaire assez profond des arbres. Et donc, c'est des concepts effectivement qui sont longs à mettre en place, mais eux, ils étaient convaincus de leur on peut de fait faire une agriculture biologique intensive. Bien sûr. Et donc, mais donc c'est pas ça, c'est pas le modèle vers lequel on doit évoluer, Alexandre. C'est vers de l'agroécologie, mais qui n'a rien, qui est également après, bio. on prendra une autre question, Alexandre, et après on prendra une autre question.
pour laisser les gens poser d'autres oui, questions. non, je pense qu'il y a des modèles multiples. En fait, il y a autant d'agriculture que d'agriculteurs. Donc, si on veut passer de l'industriel à autre chose, c'est donner les possibilités à des agriculteurs de revivre leur terroir. Pour moi, ce que j'aime pas dans l'agriculture industrielle, c'est encore une fois qu'elle est complètement déconnectée du sol dans lequel elle est produite. Alors, une autre question. Est-ce qu'il y avait une question ici? Hop, ici? Beaucoup. Non, là-bas. Ok. Merci. Moi, j'ai une question à faire, ou plutôt une remarque. C'est par rapport à la mise en place de cette transition. Et alors, il y a deux remarques que j'aimerais faire. La première, c'est sur l'articulation sociale de cette transition, car comme vous en parliez aujourd'hui, je ne sais plus lequel de vous quatre disait ça, mais on jouit d'un pouvoir d'achat qui est assez élevé, qui nous permet d'étendre notre consommation au-delà des produits de première nécessité que sont les produits agricoles. Et concrètement, la transition, mettre en place une transition écologique, ce que ça veut dire, c'est, avec les problèmes du pétrole, etc., donc je vais vous la faire courte là-dessus, mais il n'y a aucun plan aujourd'hui qui montre ce que c'est qu'une agriculture durable qui ne se base pas sur les hydrocarbures. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas. On va vers l'inconnu. Et donc je pense qu'on a un besoin crucial d'éducation là-dedans pour accompagner les agriculteurs et pour faire comprendre aux gens. On ne peut pas demander aux gens de changer leurs habitudes de consommation s'ils ne comprennent pas l'enjeu qu'il y a derrière ça et la nécessité profonde qu'il y a d'effectuer ce changement. Et donc je pense qu'en fait, c'est un débat qui n'est pas assez pris en main par nos politiques et qu'on devrait avoir vraiment un relais dans les écoles, dans les lycées, dans les universités aussi, parce que c'est quelque chose qu'on voit qui fait lacune chez certains universitaires. Et je pense que c'est vraiment un enjeu qui est central et qui n'est pas du tout déconnecté de l'agriculture et sur lequel on ne met pas assez l'accent. Voilà, donc j'aimerais écouter votre réponse. Oui, donc je suis tout à fait d'accord avec toi. Et personnellement, j'ai vu la rupture donc quand je suis passée de mon milieu social, finalement, de chez mes parents, à un milieu comme Sciences Po. Donc mon alimentation, elle a évolué parce que j'ai été éduquée à ces problématiques. Et quand je rentrais chez moi et que je voyais régulièrement de la viande, plusieurs fois par semaine, des produits assez riches, finalement, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas du tout le même rapport à la nourriture. Et ça, c'est historique. On l'a vu, finalement, avoir de la viande sur sa table, c'était un peu l'objectif, le but, parce que c'était vu comme un produit noble, en quelque sorte. Et maintenant, avec l'aspect santé, bien-être qu'on découvre, qu'on redécouvre dans la nourriture, on est en train de s'en écarter. Mais en fait, ça vient encore par le haut de la société, finalement, par les CSP+, qui font attention à leur santé, qui font attention à leur mode de vie. Donc oui, il faut que ça aille un peu sur toutes les strates de la société. Mais concrètement, quand on va dans une biocoop et quand on va dans un magasin où l'alimentation est beaucoup plus riche et qui est plus propre concrètement pour la santé, on se rend compte que c'est très cher. Et je pense qu'il y a une problématique là aussi. Et j'en avais parlé avec Christiane Lambert. Elle me disait, mais l'agriculture biologique, etc., ça va avoir un coût et faut le rendre disponible, mais il ne faut pas oublier que les classes inférieures de la population, comme elle les avait appelées, ne pourront pas y accéder. Pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pas y accéder? Pourquoi est-ce qu'on est toujours, finalement, les laissés pour compte de ces politiques et de ces choix-là? Je pense que l'objectif, c'est de les rendre accessibles. Et la PAC, c'est un des objectifs, concrètement, de la PAC à long terme. Et on a oublié ça. Et finalement, on transforme ces aliments qui sont meilleurs pour notre santé en biens rares, en biens pour une classe sociale qui est déjà, je pense, assez privilégiée comme ça. Alors, sur la partie... une autre partie de ta question, tu dis personne n'a étudié ce que serait une agriculture sans énergie fossile. Ouais. Juste, moi, j'ai vu passer quelque chose qui a été écrit, une étude vraiment très approfondie de quelqu'un du LSE, laboratoire. Alors, il faudra que je te retrouve c'est à Diderot. Et il s'appelle Petros Tchasimpiros. C'est mon directeur de master, oui. Ah bon. Bon, alors Alors, en fait, alors, je ne vais pas parler en son nom, parce que je n'ai pas lu complètement son étude. Micro pour la vidéo.
Alors, je ne peux pas parler en son nom parce que c'est son étude et ça serait odieux de ma part de le faire. Mais si on raisonne à l'échelle d'une ville qui fait 100 000 habitants, on voit déjà les enjeux que ça implique de transformer toute la production de cette ville, sans même parler de mettre de côté les machines. Simplement de produire du bio. On voit déjà ce que c'est que de mettre du bio à la cantine. C'est quelque chose de compliqué pour les pouvoirs d'achat des familles qui n'ont pas d'argent, pour les familles en difficulté, etc. C'est quelque chose qui est problématique. Alors, même si jamais on a des plans pour effectuer une transition, je pense que dans le monde qui est le monde de demain, à grande échelle, hein, le monde des futures générations d'ici 2100, on va avoir des enjeux qui sont beaucoup plus importants et qui vont nous impliquer de reconsidérer la manière dont on va accompagner ce changement et dont on va accompagner les gens dans ce changement. Parce que on ne sait pas exactement où on va. Vous parliez de cette étude-là, mais je ne pense pas qu'elle s'applique à 65 millions de personnes, 65 millions de Français, et pour tout Paris. Il est illusoire de croire qu'on peut approvisionner tout Paris avec ne serait-ce qu'une agriculture biologique, mais alors, si jamais j'extrapole, avec une agriculture qui ne repose pas sur les hydrocarbures, c'est quelque chose qui est absolument illusoire. Et il ne faut pas continuer d'alimenter ce type de raisonnement parce que sinon, on n'arrivera pas à regarder le problème en face et on éduquera mal les générations qui aujourd'hui doivent se saisir de ce problème-là. Donc on a un problème de relocalisation, je pense, où il faut accompagner les agriculteurs, produire certainement de manière plus locale, mais bon, y a des tas de gens qui bossent là-dessus, on est encore... Ok. Un petit commentaire sur les produits pas chers, en fait, en disant que l'agriculture conventionnelle permet de créer des produits pas chers pour que tout le monde se nourrisse. Déjà, je trouve ça très indécent, le discours sur la souveraineté alimentaire, parce qu'en fait, c'est pas qu'on produit pas cher, c'est qu'on ruine des gens pour pouvoir sortir ces produits-là. Donc on ruine des agriculteurs chez nous, on en ruine dans les pays émergents. Donc c'est comme ça, c'est à ce prix-là qu'on arrive à avoir de la nourriture pas chère. Donc le sujet n'est pas est-ce que le bio serait trop cher, c'est finalement comment on arrive à faire cette nourriture et quel est l'objectif. Si l'objectif c'est se nourrir, autant produire des insectes. Hein. On peut produire des insectes, tous manger des insectes, on aura des protéines animales. Si l'objectif est un peu différent en ayant une qualité de nutrition parce que c'est un gain sur la santé, ça permet de mieux vivre ensemble, ça permet d'avoir des paysages qui sont plus construits. À ce moment-là, effectivement, on parlait des externalités qui sont pas facturées, mais la nourriture pas chère, elle est produite sur le dos d'agriculteurs qui se sont endettés. Intégrer les externalités négatives, qu'elles soient sociales ou environnementales, dans le prix de la nourriture pas chère, et du coup, elle deviendrait très chère. On va prendre une autre question. Sur le coût, je suis d'accord, mais enfin, moi, je parlais du coût économique, en tout cas. Il y a le coût social et environnemental à ajouter. Mais ça, c'est les externalités qui sont jamais prises en compte, finalement. Mais sinon, je suis d'accord. Oui, on est d'accord. Non, Une moi autre- je non, réponds. Joël. Non, je lui ai rendu son micro, je l'avais pris avant elle et avant même que monsieur parle. Donc j'insiste et désolé, je sais que c'est très mal ce que je fais. C'est très amusant que tu dises les gens sont pas assez alertés et que tu minimises le problème. J'ai donné le chiffre tout à l'heure. Dans 60 ans, il n'y a plus de terre arable. 60 ans, c'est avant 2100. Donc le problème de s'occuper de produire autrement est critique. Et sur l'agriculture et les intrants chimiques, c'est pas parce qu'on a envie de faire du bio, parce que c'est plus beau pour la nature, qu'il faut apprendre à faire une agriculture sans pétrochimie. C'est parce qu'on a passé le pic de production de pétrole en novembre 2018. Donc, si on continue à ne faire qu'une agriculture qui est basée sur la pétrochimie, on va crever de faim. C'est ça la raison. Donc, ce qui est bien, c'est qu'en fait, il y a plein de solutions, et par notre connaissance du vivant, on peut y arriver, mais on n'y arrivera que si on a conscience du problème et qu'on utilise notre connaissance au quotidien sur le terrain, avec l'aide des agriculteurs, en les aidant à y passer. Et ça, c'est dur. Merci beaucoup pour tous ces échanges. Moi, je voulais juste revenir rapidement sur les échanges qu'on avait eus par rapport à la responsabilité producteurs et consommateurs, qui ont été largement débattus. Et j'ai l'impression qu'on a beaucoup parlé autour de la question d'un produit sorti de terre et vendu directement.
mais on n'a pas beaucoup développé toute la question de la chaîne de transformation entre ce qu'on nous propose dans les points de vente actuellement de ce qu'on achète. Et la responsabilité du consommateur, pour moi, elle est presque essentiellement liée à ça, à où on achète nos produits aujourd'hui. On n'a pas tous la chance d'avoir un marché qui fait du maraîchage à côté de chez nous tous les samedis matins. Il y a des gens qui dépendent exclusivement des grandes surfaces. Et cette question de la consommation et de la responsabilité consommateur, elle est énormément liée à ça, et un facteur sur lequel on a très peu d'effet. Donc, je voulais avoir votre avis là-dessus en poursuivant sur, voilà, on ne peut pas blâmer la production, mais ce n'est pas non plus une voie viable de blâmer le consommateur actuellement, je pense. Tanguy, tu veux dire? Ouais, je suis d'accord avec toi sur le fait de, oui, on peut ni blâmer le producteur et pas forcément le consommateur. C'est clair que je trouve que dans les systèmes de commercialisation, c'est bien le problème avec la grande distribution. Je suis tout à fait d'accord avec toi pour dire que tout Paris ne peut pas aller chercher son petit panier chez le producteur dans les Yvelines. C'est pour ça qu'il y a de nombreuses initiatives, par exemple comme les AMAP, les associations pour le maintien de l'agriculture paysanne, où des agriculteurs vont s'associer et livrer éventuellement des paniers. Enfin, il y a plusieurs solutions pour essayer de relocaliser, disons, la commercialisation et essayer d'avoir des produits plus locaux et qui rémunèrent mieux les agriculteurs. Mais je suis d'accord qu'il y a un énorme travail et c'est encore peu accessible pour le plus grand nombre. Alexandre, Oui, qui livre 100 paniers par semaine. Oui, petit commentaire. Je pense qu'on est devenu fainéant. Hein. Fainéant, si je reprends les exemples de blé, pourquoi on fait certaines variétés de blé uniquement? Parce qu'on veut des farines qu'un boulanger qui ne sait pas faire du pain puisse faire du pain. Donc, il y a du confort, de la fainéantise. Donc, c'est vrai qu'aller chercher son panier un petit peu loin pour être sûr de manger bien et même de rencontrer l'agriculteur, je ne trouve pas que ça soit un truc inaccessible. Oui, mais comment tu y vas, en vélo ou en voiture? Parce que... Il faut savoir, on va pas traiter effectivement tous les problèmes. Non, mais là, on parle du moment où il n'y aura plus de pétrole, donc il faut... Oui, on peut faire une utopie sans pétrole, ça va arriver doucement, mais ce que je veux dire, c'est vrai que à partir du moment où on se bat pour quelque chose, il faut le faire. Bon, il reste 3 minutes. Est-ce qu'on reprend une question? 2 questions. Merci. J'avais une question. On a beaucoup parlé de produire mieux, produire pour le durable, mais il y a aussi la question du volume qu'on n'a pas trop abordé. Est-ce qu'on est capable de produire autant avec un autre modèle? Et donc, une fois qu'on a répondu à cette question, oui ou non, à mon avis, je ne pense pas. Est-ce qu'on peut aussi se poser la question de quoi on a besoin? Et quel est le volume à partir duquel on peut se satisfaire et nourrir toute une société? Vous avez répondu à la première question. Hein. C'est sûr qu'il y a beaucoup de pertes dans tous les domaines. Il y a beaucoup de céréales qui servent à l'alimentation animale. L'animal dans la ferme, c'est très bien. Hein. C'est indispensable pour rendre de la matière organique au sol. Donc, supprimer l'élevage, c'est absurde. Après, tout centrer autour de l'élevage et produire énormément uniquement pour l'élevage n'a pas de sens. Et surtout, pour faire des cagettes de viande pas chères pour manger des merguez. C'est vrai qu'il y a la finalité de ces choses-là, sauf que ça se vend, c'est pas cher, ça crée de la marge chez les industriels. Donc voilà, on s'oppose à une économie qui s'est créée autour de ça. Et si vous tapez un peu là-dedans, on vous fait le chantage au chômage. Mais la question est aussi, je crois, est-ce qu'on va pouvoir produire assez avec ce changement de modèle? Oui. Exactement, oui. D'accord. Et donc... oui, enfin... sur un hectare, 10 cajots par... Oui, on fait 100 paniers en bio-intensif par semaine avec 80 variétés de légumes. Voilà, c'est beaucoup de travail. Nos maraîchers sont salariés, donc ils sont à 35 heures par semaine, c'est pas assez. Donc on fait le complément. Oui. 3 maraîchers, 1 hectare, 100 paniers par semaine, c'est ça? Oui, exactement. Bon. Mais normalement, on devrait tourner à 1,5. Sauf que la ferme existe depuis 3 ans, il faut qu'on améliore. Et on va faire un investissement sur une serre à semis. Ça donne une bonne idée quand même. Bon, Stacy? Oui, donc moi j'ai d'autres éléments à rajouter. Donc si jamais ça vous intéresse, il y a une étude notamment du CIRAD qui a été faite et qui a démontré qu'avec l'agroécologie, on pourrait nourrir à peu près 10 milliards de personnes. Donc ce qui est énorme. Et aujourd'hui, en fait, il y a une autre question qui a été posée parce qu'il y a un modèle, il y a une ferme en tout cas qui est assez connue, c'est la ferme du Bec et Loin en agroécologie. Et ce qui est décrié, c'est que finalement, en quantité, ils produisent énormément, mais en
en énergie, en tout cas, qui peut être retirée des aliments. Apparemment, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Et après, c'est aussi des choix en termes de ce qu'on veut faire, en termes de main-d'œuvre. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de monde qui veut aller mettre les mains dans la terre, finalement. Donc, c'est un modèle de société qu'il faut rediscuter, qui est prêt à aller travailler dans l'agriculture, qui est prêt justement à donner de son temps là-dedans. Donc, il y a tous ces enjeux-là. Donc, énergie produite à partir des aliments et le modèle de société qu'on souhaite, en tout cas au niveau des emplois. Mais hier, dans le débat, on disait que le shift, dans le cadre du plan de transformation de l'économie, quels étaient les chiffres, Joël, de la population qui va devenir oui, on va revenir. Voilà, le nombre d'agriculteurs sera égal à celui qu'il était dans les années 70. Oui, Voilà. et d'ailleurs, ça vient avec un chiffre que je voulais donner sur l'énergie, parce que l'unité de mesure importante, la plus importante de l'univers, s'appelle l'énergie, les joules. Et actuellement, selon les études scientifiques sur le sujet, notamment une étude scientifique américaine, dans le modèle occidental, il faut 7 calories de pétrole pour produire 1 calorie de bouffe. À la question « est-ce qu'on va produire suffisamment ?», la réponse est probablement non, parce qu'on n'aura plus assez de pétrole. C'est pas parce qu'il est possible d'y arriver de façon locale, notamment si tu as une bonne terre, et si on ne fait pas d'efforts massifs, on ne va pas y arriver. Je pense qu'on a une chance d'y arriver, mais il faut faire un effort massif de redéfinition. J'ai des exemples historiques en tête, notamment les Mayas, qui avaient une densité de population autour de leur ville, qui était 2 fois supérieure au Rwanda. Je ne prends volontairement pas un pays occidental. Le Rwanda étant le pays le plus dense d'Afrique, tellement dense qu'il y a eu des massacres qui y sont liés. Je vous invite à lire le chapitre sur le sujet chez Jared Diamond. Alors, on conclut là. Ouais. Mais on a un énorme effort à faire sur l'intelligence de comment est-ce qu'on produit beaucoup différemment pour ne pas tuer les sols, parce que sinon on se suicide. Et il y a énormément de travail encore à faire. Il y a déjà beaucoup de travail qui est fait. Et il faut intégrer, comme le faisait remarquer Juliette, la logistique, parce que non, ce n'est pas écologiquement viable que tout le monde aille chercher en voiture son petit panier repas à la ferme. Est-ce que... On va prendre une dernière petite question ici. Bon. Toute dernière. Merci pour ce débat. J'avais une question, ce qui m'avait beaucoup marqué, c'était l'isolement des agriculteurs, l'aspect social, en fait, parce que là on parle beaucoup de faire mieux, de produire beaucoup, donc c'est beaucoup de quantification à ce niveau-là. Mais en termes de contrat social, comment justement renouer entre nous, Parisiens ou élite d'éducation, on voit qu'on est complètement déconnectés. Moi, j'ai aucune idée de... j'avais une idée globale de tout ça, mais on comprend rien. Si on devait faire comme Mao, renvoyer les gens à l'agriculture, ce serait complètement impossible. Et du coup, de ce que je comprends, c'est facteur 1, les agriculteurs ont la tête dans le guidon, ils n'ont pas le temps, disons qu'ils sont isolés. Donc ils ont besoin de temps, donc pour du temps, ils ont besoin qu'on leur mette moins de pression sur l'intensité de leur agriculture. 2, il y a la part de l'agronomie, donc vous disiez, des sciences agronomiques qui sont séparées des agriculteurs. Donc est-ce que vraiment les écoles, c'est vraiment le lieu pour eux des agriculteurs, doivent tous les rassembler dans des écoles pour débattre? Je sais pas. Est-ce que les syndicats aussi, c'est vraiment le meilleur moyen pour eux de discuter, de prévoir le PAC? Enfin, moi, j'ai aucune idée de comment revoir ce contrat social, quoi. Donc la question. La question, c'est vraiment comment recréer le lien entre citadins et agriculteurs, et est-ce que c'est désirable, est-ce que voilà, c'est... Qui veut répondre? Très court. J'ai fait mon service militaire, ça m'a permis de rencontrer des gens que j'aurais jamais rencontrés. Je pense qu'il serait pertinent, comme personne n'a envie d'aller faire l'agriculteur parce qu'on a une mauvaise image, un service agricole. Et vous créez du lien immédiatement. On va avoir besoin de bras, on va avoir besoin de bras, on va y aller, on va découvrir ce que c'est et avoir tous un petit peu les mains dans le terrain. Ah ben voilà, mais on peut terminer sur ces applaudissements. Voilà. Merci Joël d'avoir trouvé une conclusion naturelle et qui donne envie d'aller vers un futur désirable. Merci beaucoup. Et merci à tous. Merci Juliette, merci Alexandre, merci Tanguy, merci Stacy, merci Joël. Petit rappel de mesures sanitaires, veillez s'il vous plaît à ne rien laisser derrière vous.
et merci de tous sortir par cette porte-ci. À la sortie, nous allons vous distribuer les fameux sandwichs. Même si vous avez une place pour la prochaine séance, merci de sortir quand même, puis de re-rentrer. Je profite pour vous dire que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Le festival, ça ne s'arrête pas là. Vous pouvez suivre les prochains débats en live si vous n'avez pas pu avoir de place. Et il y aura une prochaine édition l'année prochaine. Donc si vous nous suivez, vous en serez informés. Merci à tous.